les cycles et rythmes dans la vie de l'homme. Et la vie de l'homme est donc rythmée au travers de ces cycles. On va en voir rapidement quelques-uns, les plus caractéristiques. Et cet homme-là, en tant qu'homme individuel, a lui également un dessein. Bien sûr, ce dessein peut-être ne lui est pas forcément connu dans l'état actuel de l'humanité. On peut dire que le message qu'ont apporté tous les grands sages que l'humanité a connus a été de rappeler quel est ce véritable dessein, ce destin, si l'on veut, de l'humanité. Quand on regarde la vie de l'homme, si on s'attache à son corps, quels sont les rythmes ou les cycles qui appartiennent à son corps? En fait, on pourrait dire qu'ils sont de plusieurs natures. Il y a tout ce qui a trait au domaine biologique sur lequel on ne va pas s'étendre, mais bien sûr on connaît le rythme du corps et de la digestion, etc. Finalement, de l'activité de veille et de sommeil de l'homme, tout ceci étant l'illustration de la façon dont l'homme en tant qu'être dépend du contexte et se nourrit du contexte aussi bien de la nature pour pouvoir grandir que par les rythmes que la nature, avec le rythme de la lumière, de l'obscurité, etc., qui lui impose. Donc l'homme est complètement dépendant dans son activité en tant qu'homme incarné dans un corps du contexte. Il y a d'autres rythmes, d'autres cycles qu'il est peut-être plus opportun de développer parce que la théosophie donne des idées en rapport, en particulier celui qui est en rapport avec la nature psychique de l'homme. L'homme, bien sûr, a un corps, donc, mais ce corps sert donc d'instrument à cette âme. Donc l'homme, en fait, par rapport à l'analyse première que l'on a faite, l'homme est donc une âme qui est un reflet, une expression de cette étincelle divine, de ce pouvoir divin. Il a donc à sa disposition un psychisme, et il y a dans ce registre-là un élément intéressant qui n'est peut-être pas complètement original pour l'homme occidental aujourd'hui, mais qui est quand même intéressant par la portée que ça peut avoir, les applications que ça peut avoir. En fait, dans l'homme, il y a ce que, dans un de ses articles, William Conjudge appelle le retour cyclique des impressions. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ça ? Ça veut dire que dans son activité en tant qu'homme agissant, pensant, et homme de sensation, quand l'homme agit, utilise son pouvoir d'action, ce pouvoir d'action a, par essence, on pourrait dire, parce que finalement l'univers est plastique, il a un pouvoir, on pourrait dire, auto-reproducteur, d'une certaine manière, et qui fait que si une action est faite par l'homme à un moment, il va dans son être psychique, dans sa nature intérieure, il va avoir tendance après à reproduire, on pourrait dire spontanément, inconsciemment, cette action. Alors s'il a fait une deuxième fois, et puis voire une troisième, quatrième fois, on peut dire que là on a l'illustration de la formation d'une habitude. Il y a création dans l'homme intérieur d'une habitude. Alors ceci, bien sûr, ne naît pas avec cette vie-là pour la théosophie, mais ceci, bien sûr, est à voir dans le cadre très vaste de la réincarnation. Dans ce processus d'habitude, de retour d'impression, Judge prend l'exemple du phénomène de dépression et dit qu'un individu qui est sujet à la dépression, en fait, il a, par le pouvoir créateur qui est en lui, il a la possibilité d'utiliser consciemment, donc à ce moment-là intelligemment, quand il observe son être, il peut constater que peut-être ces impressions de dépression ont tendance à se reproduire périodiquement. Et à ce moment-là, il aura la faculté, s'il comprend la loi des cycles, ou ses rythmes en lui, et s'il les utilise intelligemment, de finalement apporter, on pourrait dire attacher à ce cycle de dépression qui revient, une tendance contraire pour lutter contre ce cycle-là, et donc essayer de penser à quelque chose comme à quelqu'un que l'on aime, un être cher, ou à
ou ça peut être quelque chose qui va nous sortir de ces influences-là qui appartiennent, on pourrait dire, à notre nature et qui sont des retours cycliques de ces impressions passées. Et la prochaine fois que cette impression reviendra, elle sera peut-être accompagnée d'un grain de quelque chose de différent qui va finalement un petit peu se mélanger à cette impression qui revient et finalement va altérer la nature. Et progressivement, l'être va être en possession d'une clé qui va lui permettre de changer la nature de ce phénomène. Il ne fait pas abstraction de la loi des cycles, mais il va l'utiliser. Donc c'est un exemple qui est donné et qui permet de comprendre comment on peut, à partir de cet éclairage-là de la loi des cycles, utiliser ça pour changer le contenu psychique de son être. Il y a là une clé qui est apportée. Ceci peut être utilisé également dans le cadre, par exemple, de ce que toutes les grandes disciplines spirituelles recommandent, par exemple la méditation, qui est facilitée dans la mesure où l'être s'y consacre régulièrement à heure fixe. Supposons qu'il fasse ça le soir ou le matin. S'il le fait effectivement à la même heure dans le déroulement de sa journée, progressivement, en installant une habitude, il pourra effectivement se saisir de cette loi des cycles qui mettra en œuvre à son niveau individuel. On peut prendre aussi un autre exemple de la loi des cycles dans la vie de l'homme, qui est celui du sommeil. Alors qu'est-ce que le sommeil nous apprend très rapidement, parce que là non plus ce n'est pas le but de l'exposé de ce soir. Cette notion de sommeil est très riche parce qu'elle permet de voir, on a là un exemple que l'on vit tous les jours, des différents niveaux qu'il y a dans notre être. Et comment il y a un être intérieur qui finalement peut-être se ressource et qui fait que le lendemain matin, quand nous nous réveillons, même si nous n'avons pas maintenu un fil conscient, nous avons peut-être bénéficié d'une influence, d'une inspiration, de quelque chose qui peut-être a pris la forme au moment du réveil d'un rêve, peut-être avec une coloration inhabituelle qui peut avoir une composante spirituelle. En fait, il y a là un mouvement naturel de marée qui fait que la conscience travaille avec cette loi des cycles. La conscience incarnée en tant qu'homme à l'état de veille travaille pendant un certain nombre d'heures et puis se retire et se ressource finalement, se régénère. Donc on voit qu'il y a là un aspect évident qui est l'homme actif sur le plan de veille et puis il y a un aspect caché. Et il y a entre les deux des interactions et en fait, il y a, on peut dire, une expérience qui se distille de cette vie de veille vers de sommeil sans rêve, et réciproquement, il y a des influences au moment du réveil qui peuvent passer. On voit que là, non seulement il y a un rythme, parce que ça, on le voit, mais on peut toucher du doigt, si on vraiment fait la démarche, ce que peut être le contenu du point de vue de l'homme intérieur d'un cycle, en tant qu'expérience, en tant que richesse, en tant que distillation. Enfin, c'est l'expression de cette loi de croissance qui peut être mise à profit. Rapidement également, il faut citer l'idée de la réincarnation. Il y a aussi pour l'homme, bien sûr, un terme à la vie du corps, mais ce terme-là n'est pas un terme définitif en quelque sorte, mais ça veut dire qu'il y a un phénomène complexe de distillation, là encore, de toutes les richesses d'expérience par rapport à l'homme réel, par rapport à l'homme spirituel, de la vie qui sont engrangées, qui sont distillées, qui vont servir à construire finalement un homme de plus en plus présent et au fil des réincarnations, de plus en plus présent en tant qu'esprit universel. C'est-à-dire la possibilité de faire le pont entre ce qui s'exprime à travers un corps et ce qui soutient, qui est ce pouvoir universel. Alors la vie de l'homme ne se limite pas simplement à cet angle de vie individuelle. Il faut aussi parler rapidement de la vie de l'homme en tant qu'homme collectif, en tant qu'humanité. Nous sommes pris avec, on pourrait dire, notre champ de vision très étroit qui est imposé par la conscience travaillant à travers un corps, à travers les sens, à travers le cerveau.
Mais notre existence, si on la compare finalement à la vie d'une cellule dans le corps, on voit que si ce corps dure 50, 60, 70, voire une centaine d'années peut-être, il y a là la succession de vies individuelles. La science dit que la très grande majorité des cellules du corps se régénèrent, donc il y a des cellules qui vont mourir, d'autres qui vont naître, qui vont prendre la place. Donc on peut dire que l'humanité collectivement forme un corps, et que ce corps donc va survivre bien sûr à notre mort. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que là, tout ce qu'on a dit à propos de l'homme en tant que vie individuelle va se retrouver également au niveau de la vie de l'humanité collectivement. Et la théosophie fait, on pourrait dire, éclater complètement la notion d'échelle de temps qu'on peut avoir en interrogeant simplement la Bible prise à la lettre ou en interrogeant les notions que la science matérialiste peut nous apporter. En fait, l'homme en tant qu'humanité collective existe depuis plusieurs millions d'années. La théosophie parle de 18 millions d'années en tant qu'homme conscient. Et cette vie donc de l'homme sur la Terre est étroitement associée à la vie de la Terre en fait. Et que la Terre et le cadre et tous les règnes, on pourrait dire, qui s'expriment sur cette Terre, ne sont pas séparés, mais qu'en fait il y a là également une expression de l'unité, de la même manière qu'on pourrait dire que la main droite n'est pas séparée de la main gauche, ni du pied, ni du corps. En fait, il y a là un tout collectif harmonieux. Et de la même manière, dans sa vie collective, l'humanité passe par des cycles. Alors la science commence à s'intéresser à la notion, par exemple, d'année sidérale, et en particulier la traversée de ce qu'on appelle, par exemple, des ères, comme l'ère du Verseau. Bon, si on écoute ce qui se dit, on ne sait pas trop, est-ce qu'on y est rentré, est-ce qu'on n'y est pas rentré. Pour la théosophie, la réponse est claire. En fait, on est précisément entré progressivement, ça ne se fait pas en l'espace de quelques années, mais on est entré dans une période qui correspond effectivement au début de cette ère du Verseau, et c'est une ère qui dure 2100 et quelques années, et qui traduit, non pas une certaine fatalité, mais qui traduit là également un certain cycle ou une certaine phase d'expression dans la vie collective de l'humanité. Alors, il est intéressant de rappeler à ce sujet que le mouvement théosophique tel qu'on le connaît, et la loge fait partie donc de ce travail du mouvement théosophique moderne, en fait, le travail donc, que l'on doit essentiellement à Madame Blavatsky et à Judge et ses principaux collaborateurs de la fin du siècle dernier, correspond précisément à un moment cyclique qui correspond donc à ce passage, on pourrait dire, de l'ère des poissons à l'ère du Verseau, et qui précisément correspond à une période de transition. Transition, c'est-à-dire en fait une période de changement important. Et il suffit de voir comment les habitudes collectives au niveau social, au niveau du progrès matériel, au niveau de la science, de la médecine, etc., voir comment les choses changent. En fait, il y a là donc une période qui peut-être a un certain caractère un petit peu plastique également et qui correspond à un moment cyclique que les maîtres de sagesse ont senti, avaient la connaissance comme un moment opportun pour précisément venir rappeler ces vérités éternelles dont l'humanité a besoin. La loi des cycles en faisant bien évidemment partie. Sur ce sujet donc de la vie collective de l'humanité, il y a ces différentes périodes illustrées par les signes du zodiaque. Il y a d'autres périodes encore plus grandes que la théosophie évoque, en particulier de Madame Blavatsky dans la doctrine secrète, mais qui montrent simplement comment l'humanité, dans sa vie collective, passe par des vagues de vie sur Terre successives, avec, parallèlement à ça, des développements de facultés qui correspondent à l'expression des différents, on pourrait dire, des différents moyens ou des différentes fonctions qu'un être a besoin d'utiliser, en particulier l'intelligence, le pouvoir de désir. Tout ceci font partie des fonctions, des facultés qui se développent lentement à l'échelle d'une vie humaine, mais qui sûrement
se développent et qui permettent à l'humanité d'exprimer ce destin qui lui apparaît. Alors, amis, pour terminer, nous voudrions juste lire une phrase ou deux phrases extraites de la doctrine secrète et qui montrent comment l'humanité collective est finalement étroitement liée à cette notion de cycle. Voilà ce que Madame Blavatsky écrit dans le 2e volume de la doctrine secrète. L'humanité est l'enfant de la destinée cyclique, et pas un de ses membres ne peut échapper à sa mission inconsciente, ni se dégager du fardeau qui consiste à œuvrer en coopération avec la nature. Ainsi, l'humanité, race après race, accomplira son pèlerinage cyclique déterminé. Est-ce à dire que là, l'humanité est prise dans un carcan qui serait particulièrement pernicieux? En fait, pas du tout. On a essayé de le montrer, l'humanité a besoin de vivre collectivement, et l'homme individuellement, en harmonie avec cette notion de cycle. Donc, la doctrine des cycles apporte un élément décisif en termes de connaissance, et que l'homme doit apprendre à utiliser intelligemment, et c'est ça qui lui permettra d'aller au-delà des superstitions qui font dire que là, oui, nous sommes dans une période sombre, dans un âge noir, et donc il n'y a plus qu'à croiser les bras et attendre que ça passe. En fait, cette notion de cycle n'est pas du tout synonyme de fatalisme, mais au contraire, montre comment, à chaque instant, l'homme est créateur de sa destinée, et que cette destinée qu'il a créée dans le passé lui revient, et le place dans la meilleure position pour aller plus loin, pour être un peu plus conscient des idéaux collectifs de l'humanité, et finalement aller faire un pas de plus en direction de cette origine qui est ce principe divin qui est à la racine de l'humanité et de toute forme de vie dans l'univers.